Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Khadim Rassoul Gueye et je suis chargé de projet à l'OIDP Afrique. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue pour ce webinaire du MASTA, le Marathon des savoirs des territoires d'Afrique, et qui portera aujourd'hui sur la thématique de la sécurité alimentaire et des villes durables. Donc, quelles solutions pour accompagner les personnes déplacées? Donc, avant de commencer les travaux et de remettre la parole à Dr. Fatou Kiné Gueye, qui sera aujourd'hui chargé de la modération, je vais revenir sur quelques dispositions techniques qui nous permettront d'avoir chacun un, un bon confort d'écoute. Donc, juste pour commencer, nous voulons vous informer qu'il y aura la traduction en simultané en français et en anglais. Donc, vous pouvez choisir le canal de votre choix en cliquant sur le bouton interprétation en bas de votre écran. Et donc, de choisir l'anglais ou le français en fonction de la langue que vous souhaitez écouter. Et pour un meilleur confort d'écoute également, nous vous recommandons de garder les micros fermés afin d'éviter les interférences lors des présentations. Et vous pourrez les ouvrir lors des échanges si, toutefois, vous souhaitez prendre la parole et faire une contribution ou bien poser une question. En cas de connexion instable aussi, nous vous recommandons de désactiver les caméras pour optimiser la bande passante. Et également, nous vous informons que, conformément à la loi sur la protection des données, cette session va être enregistrée. Okay, so dear partners, welcome to this fourth webinar of MASTA. MASTA is Marathon des Savoirs des Territoires d'Afrique. And this webinar will be about food security and sustainable cities, what support for displaced people. So before starting, we would just like to inform you that there will be simultaneous interpretation, so in English and in French. And you can select the channel of your choice by clicking at the interpretation button at the bottom of your screen. And for a better listening comfort, we also recommend you to keep the microphones off to avoid the interferences during the presentations. And once the discussions are open, you can use your microphone to ask a question or to bring contributions. In case of poor internet, we also recommend you to disable your cameras to have a better connection. And in accordance with Data Protection Act, we would like to inform you that this session will be recorded. Before giving the floor to the moderator, Dr. Fatou Kiné, I would just like to ask you to subscribe as IOPD Africa's members, and also to subscribe to our YouTube channel. Donc, voici le lien qui nous a été demandé par certains de nos membres pour devenir membre par certains des membres du réseau, des partenaires qui souhaitent devenir membres de l'OIDP de manière formelle. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le lien inscription.oidpafrique.org. Et si vous souhaitez suivre toutes les sessions que nous animons en ligne également, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner via ce lien. Et ces deux liens, je les mettrai sur le chat. So I will post those links on the chat for those who want to be member of IOPD Africa and who want to subscribe to our channel. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant remettre la parole à Dr. Fatou Kiné Gueye, qui sera aujourd'hui en charge de la modération. Merci à tous. Merci, Khadim. Merci, chers participants, d'être au rendez-vous de ce MASTA, qui est le 4e webinaire de discussion pour l'édition 2024. Rappelons qu'on a commencé depuis 2023 avec une série de webinaires importants animés par différents experts. Je me présente, moi c'est Dr. Fatou Kiné Gueye, chargée de projet à INDA EcoPop, sur des thématiques de changement climatique, développement durable, entrepreneuriat, sécurité alimentaire et d'autres sur lesquels INDA EcoPop s'est positionné dans son plan stratégique quinquennal. En parallèle aussi, je donne des cours au département de biologie végétale, UCAD et à ESP sur l'ethnobotanique, c'est-à-dire la relation entre plantes et êtres humains.
et la valorisation des espèces négligées et sous-utilisées pour la sécurité alimentaire. Je viens avec les salutations du coordinateur de l'OIDP Afrique, M. Bachir Kanouté, et du directeur exécutif de ENDA ECOPOP, M. Abdoulaye Sissé, tous les deux empêchés pour des raisons professionnelles. Il vous remercie, chers panélistes et participants, pour tout l'intérêt que vous nous accordez. Pour revenir un peu sur la thématique abordée aujourd'hui, qui a été identifiée vraiment d'une manière participative avec différents partenaires. Le constat est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on note différents flux de migrants forcés, y compris les personnes déplacées. Ceci est dû souvent aux conflits armés, aux crises politiques, à la pression démographique, la sécheresse et la dégradation environnementale, aboutissant certainement à l'insécurité alimentaire et aussi à la pauvreté. Au Sénégal, on a eu récemment beaucoup de jeunes qui ont abandonné le pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, avec tous les risques de la mer et du chemin de Nicaragua. Et ce n'est pas un phénomène spécifique au Sénégal, car on sait que le problème se perçoit aussi dans beaucoup d'autres pays africains, notamment les pays en situation de conflit, de crise prolongée, engendrant la pauvreté. Il devient vraiment nécessaire, voire urgent, aujourd'hui de combiner les efforts de restauration et de soutien des moyens d'existence résilients avec des initiatives pour renforcer le développement durable, la sécurité alimentaire et la nutrition, de même un investissement durable dans la sécurité alimentaire et la prise en compte dans les politiques publiques des gouvernements, ce qui permettrait de renforcer les efforts d'accompagnement. Aujourd'hui, nous choisissons de discuter avec nos panélistes sur la sécurité alimentaire et ville durable, accompagnement des personnes déplacées pour diverses raisons, climat, conflits, etc. Et l'objectif est de catalyser la réflexion, le partage d'expériences et l'apprentissage entre différents acteurs. On est heureux aujourd'hui d'accueillir deux professionnels, deux experts à qui nous témoignons notre reconnaissance pour avoir accepté d'animer ce webinaire. Donc, nous allons d'abord commencer par le premier présentateur qui se nomme M. Dani Goto de l'Ouganda. Alors, je laisse la parole à Khadim pour revenir un peu sur sa biographie avant sa présentation. Rappelons que pour vous, vous avez 15 minutes pour chaque présentation, puis nous ouvrirons les échanges. Je vous donne la parole, M. Gay, Khadim, pour faire sa biographie. Merci. Merci, docteur. Donc, pour notre premier panéliste, il s'agit de Dr Dani Goto, donc, qui est docteur en santé publique, spécialisé en santé communautaire et médecine préventive à l'université Walden, donc aux États-Unis. Donc, c'est un professionnel expérimenté de la médecine et de la santé publique qui totalise aujourd'hui plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs public et privé social. Il est leader dans le secteur à but non lucratif, expert en création de start-up sociales, conception et mise à l'échelle d'innovation de santé à fort impact. C'est aussi un entrepreneur à impact. Il est aussi spécialiste sur les questions de leadership et gestion d'organisation à but non lucratif, le design thinking, la mobilisation de ressources et la gestion de programmes. C'est aussi un penseur en innovation disruptive, reconnu pour son engagement en faveur de solutions pro-pauvres qui visent à améliorer le bien-être, éliminer les maladies et la pauvreté. Donc, Dr Dani Goto, nous souhaitons la bienvenue et vous donnons la parole pour votre présentation. Merci. Merci, Khadim. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Thank you so much for having me, and I'm glad to join this amazing team. And for me, this is a special moment because Africa is divided. We don't speak to people from the West, and they don't speak to us.
I would really want to thank you for creating this platform for us to meet and chat, because we share the same problems. I've prepared a presentation which I want to highlight so that everyone can follow. Okay, so yeah, I don't need to repeat my names, but Dr. Fatou has really gave a pretty good preamble introduction about the subject matter of food security in Africa, and also highlighted, the situation in Senegal, but also the commonality between what is happening in Senegal and the rest of Africa. So my focus will really be on, first of all, unpacking a couple of definitions based on what we are talking about. Also bring a little bit of context about food security or insecurity and the climate change situation in Africa and Uganda in particular, and also look at food insecurity and how it intersects with the urban populations, particularly the most vulnerable, who are refugees and internally displaced. And then I will also talk about what is happening in building sustainable food systems and cities here, and then end with recommendations that we have that people can discuss. And I'll keep around then to hear more what people have to say based on the presentation and the way forward. So basically, to start with on the terms, the aspect of food insecurity is really something to do with limited or uncertain availability of nutritionally adequate and safe food, or limited ability to acquire acceptable food in social acceptable ways. So when you look at this definition, it really highlights that food insecurity sometimes is not necessarily the absence of food. It speaks to other aspects that are critical. One of it is, do you hear me? Do you hear me? Oui, nous vous entendons bien. Oui, ça marche. Yes. Do you hear me? Yes. Yes. Very good. So food insecurity really speaks to a couple of aspects which I want to really touch. One of it is food being available, meaning that food is sufficient in quantities to meet the need. Food being adequate in terms of access, it is people can afford it. Then there is stability in regards to food not being available, so not being adequate. Sometimes, as you know, some parts of Africa, food is seasonal. And then the last bit of it is utilization, that when food is available, it is accessible, and it is stable, then people can eat it. So those dimensions are very critical in analyzing food security. The other aspect that was brought into the conversation is resilience. What does it mean, climate resilience? I must say that no city or urban place in Africa has really achieved transformative resilience. Why? Because our capacity of our social and economic and environmental systems to prepare and respond to any changes in climate or shocks is really not there. And when you look at Cornelius's model of resilience, he really highlights that much of Africa is at an absorptive coping capacity, where things happen and then we respond. We've not reached the changed level where we have transformational responses, where everything is transformative and we are planning for long term. Much of the resilience efforts are short term,
and really focused on where when emergencies of food insecurity come. The other term I wanted to look at is food exists in a system. So food does not exist in isolation. It is an interconnected network of processes, activities involved in producing, processing, distribution, consuming, and disposing food. Now, when we are looking at food security, we examine the production, the distribution and aggregation, processing, marketing and purchasing, preparation and consumption, and then the resource waste management. Now, when you look at that circular layout of food system, you'll see where the challenges can be. For instance, when you look at refugees, they don't produce food maybe in most countries because they don't own land. They don't have money. That means they can't purchase food. They don't engage in the market. Sometimes their purchasing power is really very low. So that compromises what they can eat and when they can eat. Lastly is the concept of sustainable cities that really looks at designing cities that can maintain a balance of socioeconomic and environmental sustainability while ensuring resilience and quality of life for everyone, including those coming in our future. So sustainable cities really reflect environmental sustainability, social equity, economic viability, and resilience, which I highlighted to climate and other effects that come along with climate. So I thought that it would be very necessary to unpack those key definitions before I jump into the conversation. But I must also underscore that in sub-Saharan Africa, we are yet to see a sustainable city. So there is a lot of work that needs to be done. So to get to the gist of the matter is that Uganda is about 46 million. And the latest update is that we are hosting 2 million refugees. So Kampala, which is the capital, hosts over 100,000 refugees. So you can see a huge burden of refugees in our context vis-a-vis the population we have. But already the population within the country, 16 million are facing food insufficiency. They do not consume enough. And we are seeing increasingly, there is food insecurity, of course, given the burden of refugees and migration, but also the climate change that is happening. Then another aspect in our introduction I need to highlight is that we have not developed adequate resilience mechanisms to really address especially the shocks that keep coming in due to the changes in weather or environmental patterns. Coupled with the very serious urbanization, the situation is very critical. But I also want to also mention that Uganda is surrounded by a volatile neighborhood. DRC is burning, there is a war. South Sudan, there is a war. Ethiopia, there is a war. Somalia, there is a war. So you can see Chad, all these neighboring countries, even in Burundi, there is a war. So Uganda, the 2 million refugees in Uganda are literally coming mainly from DRC, South Sudan, Sudan main, Burundi, Somalia, Eritrea, that are giving very huge numbers of refugees. But I also must say that not all those refugees are moving because of conflict per se, but conflict is driven by changes in climate that is increasingly adding a lot of shock to society and then increasing some social pressure, maybe food, maybe droughts coming in, maybe storms, and then pushing people outside their boundaries to seek places where they can find, some bit of better quality life.
Now you can see from the Africa Center for Sustainable Studies, they've done a mapping out and they've shown that indeed displacement in Africa is also as a result of climate changing, expressing itself in forms of floods and other environmental and weather conditions. So what are we saying? What are we seeing? So behind food insecurity, there are climate vulnerabilities that have hindered efforts to eradicate food insecurity and indeed negatively impacting on the land, water, and food systems. We are also seeing heat and water stresses resulting in droughts and floods, which are considered the most important environmental changes that have brought climate change to affect food security. And then also this has a very great impact on agriculture, decreasing yield by shortening length of growing seasons, amplifying water stress, and increasing incidence of diseases, pests, and weed outbreaks. So my organization and many other civil society are trying to do something. One of it is that we generate information and data to try to put it to the attention of people in charge. And we do this through conducting assessments, sometimes health impact assessments, to adequately get feedback on existing urban programs and address or programs in general that are working to address food security. And we are also promoting circular economic models in areas of vulnerability, especially targeting women. For instance, we are working in particular to address energy poverty. We are working in particular also to improve urban food production. We are also looking at recycling and making good use of waste that is coming from food, so that people sometimes can get income from the products of waste that comes out of food, either as briquettes, as you can see in those images. I said we also promote urban farming initiatives that are targeting vulnerable communities that include refugees, displaced communities, so that they are able to grow food within their space. Of course, that comes with a lot of challenges that I will speak to. Then promotion of energy systems, efficient systems. You know, food is directly linked to energy in a sense that if you cannot cook food, our people still use wood or biomass to cook, so they need to have sufficient energy. But most fundamentally, and this also relates to the work that we are doing with the IOPDA, is that we are engaged in participatory democratic processes to give an opportunity for marginalized groups to discuss using participatory mechanisms like citizens' assembly, participatory policy making processes, to dialogue and have conversations about food systems and how they impact them. But on a much larger scale, speaking about the refugee situation and what the government is doing, I just want to highlight a couple of things in short. One is that Uganda has a very interesting refugee policy. Unlike in many countries, our refugees are not held in camps, at least for the most part. So they are allowed to engage in economic activities. In most cases, they are given land or allowed to buy land for those who have money and grow food. They are also allowed to engage in small-scale enterprise or enterprise for them to gain earn a living and then increase their ability and capacity to procure food for themselves, rather than depending on World Food Program. But of course, we still have very many who depend on World Food Program support. So this refugee-sensitive policy of giving land, farm inputs to encourage people to grow their food has really reduced the vulnerability of people who would have been affected by food insecurity. Another aspect that I want to highlight is that we've invested a lot in
infrastructure development, building markets, especially in underserved communities, construction of roads to increase accessibility and connection of food. As you know, just like in Senegal or any other part of Africa, food is grown in the countryside and it moves to urban centers. Now, much of Africa does not have sufficient infrastructure to move food to the cities, and that is complicating access to food. So the policy of government to increase infrastructure connection and linkage of rural areas to the city has really enabled access or improvements in access to food, but also creating markets for the food that would be going bad in villages to get access to markets for the urban dwellers. There is a very strong policy on urban agriculture for people who have access to land or have access to technology to do aquatic farming, and then these other advanced forms of growing food, virtual growing of food. Of course, the food assistance programs continue. World Food Program is leading the charge to feed the refugees, but that one is not sustainable. In many ways, they are constrained with resources. Lastly, I want to say that there's been consistent efforts of adding value to food, because one of the underlying cause of food insecurity is that our food shelf life is very short, because as it comes from the garden, people eat. When there is a bumper harvest, whatever that cannot be eaten is wasted. It gets bad. So that complicates food security in homes. So the focus of government to add value to increase the shelf life and then create more avenues to market food beyond where it is produced is really a significant aspect that is creating opportunities to reduce food insecurity. So what are the emerging trends that we are seeing across? One, we are seeing that there is an increase in dependence on food that is imported in a country that is primarily agrarian in the sense that majority of our food, of our people still depend on agriculture for subsistence and livelihood. So we are seeing importation of food, and some of the food imported is not, of course, of good quality because of the inability of the people to purchase high quality food. Two, we still see a triple burden of malnutrition that expresses itself with undernutrition, where there is a lot of stunting in children, malnourishment of children, but also obesity, which is overweight existing within the same population alongside the micronutrient deficiencies. So that is a food question that we really need to address. Of course, the cost of food, especially good nutritious food, is increasing because it is competitive and very many people need it. The supply is not adequate, so the prices are very high. Then that only leaves unhealthy food for the low-level people. People at the bottom of the pyramid eat unhealthy food, and that exposes them to a lot of health conditions and challenges. And then, of course, the land for production of food is reducing, coupled with the, of course, changes in population, increase in population has encroached on farmland, but also the climate changing, making some lands which were agriculturally viable in the old times, losing their viability. But the other complex of it is also the urban settlement, with people settling in what used to be food growing regions. It has complicated food production and compromised food availability. So what is happening now in terms of our recommendation is that, one, generally as Africa, we need to rethink how we produce food. The concept of a hand hoe our ancestors used to grow food
should end. We need to advance and add technology to food production. Support the majority of our people who are in food production to have skills, technologies, and tools they need to boost. We need to safeguard our soil. Africa's soil is terribly reducing in capacity to produce food. When you look at across the board of Africa, our soils are not getting any better. So, and yet we depend on them to grow food. So we need to have policies that look at that. So that also calls for climate smart agriculture, using water well, water efficiently, land efficiently, technologies that give us ability to resist drought and conserve everything that we need to conserve. Then we need to think about policies that think about the urban farmer, or that think about the urban dweller who has limited land, has limited resources, or even capacity. So there has to be a policy on urban farming, urban food production, or there are so many buildings which are wasting space, which can provide platforms to grow food. But for the most vulnerable, like refugees and the other vulnerable communities in urban spaces, because you know the migration is bringing so many people. I was in Dakar one time and I saw so many people coming out of the countryside. Most of them do not have social protection. So they need to be, countries need to think about social protection as a mechanism to address their vulnerability. And then another aspect which we can unpack in the conversation is public works, public infrastructure that complements food production, food processing, food transportation, and food storage. When you move across many countries, the capacity to store food is very, very, very low. And they depend on food that comes every other day from the rural areas. So in times of shocks, whether a dry spell, people have nothing to run to, which compromises their resilience. Lastly, this space is not well researched because much of the research is foreign funded. Governments are not committing sufficiently to research on the drivers of vulnerability, but also on how to make the food systems cope with the emerging trends of climate and then the population pressures as a result of population growth. So I really urge all Africans, especially institutions in charge of research, universities, NGOs, development partners, to think through how best they can support research that is focused on people and people's resilience, adaptation, and coping mechanisms, but also on ways to design better policies and processes to mitigate food insecurity amid this climate change and population growth. I think lastly, also, I can end here and say that the role of communities, interrogating the aspect of land ownership in Africa, especially by women. I know in West Africa, issues of gender are very critical in terms of how women own assets and property. But we have seen that a lot of food insecurity, especially in refugees and migrant population, is because some sections of our population cannot own land as a resource and hence depend on others who own land, either to rent on the land and grow their food, or to all the years buy what others produce. So aspects of gender are very critical in food security, asset ownership, and support. I think that sums up the brief sharing given the time, but also these are very huge subject areas which we really cannot do so much in only 15 minutes. Merci beaucoup. I want to thank you so much and to be part of this conversation. I stop the sharing. Nous vous remercions, M. Dali Goto, pour cette excellente présentation qui est revenue sur des définitions claires pour nous permettre d'avoir une compréhension vraiment
remercions. Vous êtes revenu sur des définitions, sur la sécurité alimentaire, sur la résilience climatique, sur les systèmes alimentaires. Vous nous avez parlé aussi de l'ampleur des réfugiés dans le pays l'Ouganda, où on a 46 millions d'habitants et 33,2 voire soit 1,3 million sont des réfugiés. Alors, il y a des initiatives qu'il faudra développer et vous, votre organisation a fait d'énormes efforts avec des initiatives, efforts à petite échelle. Vous dites avec l'évaluation de l'impact sur la santé, la promotion de la bioéconomie urbaine, l'initiative en faveur de l'agriculture urbaine, la promotion des solutions efficaces sur le plan énergétique et vous avez fini par d'excellentes recommandations qu'il faudra vraiment en ce moment-là embrasser les nouvelles technologies pour sauver ce que nous avons comme terre, aussi peut-être participer à la restauration des terres dégradées, une agriculture intelligente pour protéger nos terres, développer l'agriculture urbaine et aussi surtout faire des investissements en infrastructures accompagnés de politiques aussi portées par nos propres gouvernements. Vous avez fait un plaidoyer pour soutenir la recherche dans ce sens et d'élaborer des politiques pour vraiment la valorisation de nos terres. Et vous avez fini par nous dire un peu l'importance d'intégrer le genre dans ce que nous faisons. Merci beaucoup pour la présentation. À présent, nous allons passer sur l'autoprésentation. Rappelons que M. Gotou doit partir dans 1 heure de temps. Donc, chers participants, nous vous laissons le temps d'intégrer vos questions dans le chat en attendant que l'autre présentateur vient avec sa présentation. Donc, je laisse la parole à M. Khadim Gueye pour faire la biographie de l'autre présentateur avant qu'il ne démarre. Donc, c'est Dr. Jean-Yves Medan. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci. Merci à vous, docteur. Donc, comme vous l'avez dit, pour ceux qui souhaitent poser des questions à Dr. Goto, vous pouvez le faire sur le chat parce qu'il doit se libérer dans moins d'1 heure, donc dans une demi-heure environ. Donc, il pourra prendre ses questions et y répondre avant son départ. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire le deuxième panéliste. Il s'agit de Dr. Jean-Yves Medan, qui nous vient du Cameroun. Alors, Dr. Medan est diplômé en sciences de gestion. Il a un DEA en sciences de gestion à l'Université de Yaoundé et un deuxième diplôme d'études professionnelles approfondies à l'ESSEC à l'Université de Douala. Il est aussi titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, option finance et comptabilité. Et aujourd'hui, il a totalisé plus de 10 ans d'expérience dans les cabinets d'audit. Il a travaillé comme chef de mission dans plusieurs missions d'audit et de conseil, tant dans le secteur privé que le secteur public. Et après son départ de ces cabinets d'audit en 2017, il est recruté à l'Agence française de développement au Cameroun comme chargé de projet, où il a géré un portefeuille de projets et de programmes de plus de 150 000 euros dans divers secteurs comme l'agriculture, le développement local et territorial, l'éducation et les crises et conflits. Et depuis janvier 2024, il travaille maintenant comme National Program Officer à l'OIM au Cameroun, donc l'Organisation internationale des migrations, où il est aujourd'hui responsable de l'unité aide au retour volontaire et à la réintégration. Et il intervient également comme enseignant dans de nombreuses institutions d'enseignement supérieur au Cameroun, où il encadre des étudiants et n'hésite pas à partager son expérience. Donc, docteur, vous avez la parole pour votre présentation et merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, votre micro est fermé.
Docteur Medang, vous nous entendez? Il me semble qu'il est là, mais son micro est fermé. Oui, docteur. Oui, je suis connecté, mais je n'arrive pas. Ah, d'accord. Si vous souhaitez, je peux partager votre présentation pour vous. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Si vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, ce sera fait dans un instant. Juste le temps d'ouvrir votre présentation. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est visible, Khadim. D'accord. J'espère qu'il arrive à voir. Docteur, vous êtes là? Je suis là, mais j'ai un petit souci. OK, je pense que je peux commencer. Oui, oui. Donc, je vais faire une présentation rapide. J'ai préparé quelques slides qui ont été mis à la disposition. Et dans l'échange, mon attention a été attirée de parler globalement du cas du Cameroun. Comme le disait tout à l'heure le précédent intervenant, les questions liées aux personnes déplacées et en relation avec la sécurité alimentaire sont de plus en plus récurrentes. On a noté dans les dernières années environ une centaine de millions de personnes touchées et obligées de se déplacer du fait de ces inondations-là. On peut passer au slide, voilà. Donc, pour l'OIM qui travaille dans le cadre général du système des Nations Unies, un principe clé est que les déplacements internes ne peuvent plus être traités comme une question principalement humanitaire, mais aujourd'hui, ces déplacements vont au-delà de l'humanitaire et peuvent avoir une influence sur le développement et la paix de façon générale. Donc, il y a 3 objectifs majeurs pour les Nations Unies de façon générale et l'OIM aussi qui s'inscrit à l'intérieur, c'est d'aider les personnes déplacées à trouver une solution durable à leur déplacement et de mieux prévenir l'apparition de nouvelles crises liées au déplacement. Autre chose, c'est que nous souhaitons veiller à ce que les personnes déplacées bénéficient d'une protection et d'une assistance véritable. On peut avancer. Slide suivante. Donc, pour que le progrès soit réalisé, il faut également reconnaître qu'il s'agit d'une priorité en matière de développement et de paix. Je le disais tout à l'heure, l'OIM ne se focalise plus uniquement sur les questions de l'humanitaire, mais dans le cadre du Nexus, nous sommes aussi sur des questions de paix et de développement. Suivant, s'il vous plaît. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quelques statistiques récentes concernant, n'est-ce pas, les mouvements de personnes déplacées. Et tout à l'heure, le précédent intervenant a essayé de relever cela. Nous avons plus de 71 millions de personnes dans le monde qui sont obligées de se déplacer. Et là, c'est les données de 2022. Et ce matin encore, pour ceux qui suivaient l'actualité, on relevait ce problème qu'ils sont plus de 100 millions dans le monde qui sont obligés de se déplacer. Et les causes principales de ces déplacements ont déjà été présentées. C'est à la fois les crises, c'est des guerres, mais surtout les phénomènes climatiques
et météorologique. Slide suivante. Alors, de façon globale, quelle est la contribution du système des Nations Unies face à cette situation, face à ce phénomène de plus en plus observé? C'est que si on regarde au niveau des objectifs de développement durable, nous allons nous rendre compte que les objectifs de développement durable accordent une place importante à ces questions et l'OIM, qui travaille dans le cadre général du système des Nations Unies, évoque aussi ces questions et se met dans la dynamique pour apporter des réponses nécessaires ou suffisantes, mais pas toujours complètes, parce qu'il y a d'autres contraintes qui existent face à ces différentes crises observées dans le monde, en Afrique et même au Cameroun. On peut continuer. Donc, au niveau des engagements, si vous regardez tout cela, vous verrez par exemple que on a pour ambition d'étendre l'utilisation de la planification à base communautaire pour la prévention et les solutions et intégrer les résultats, n'est-ce pas, dans la planification des gouvernements locaux et nationaux. On peut prendre aussi un autre aspect, c'est soutenir l'élaboration des stratégies gouvernementales. Et ça, que ce soit dans la réponse ou dans la prévention, l'OIM travaille avec les partenaires techniques et financiers pour apporter des solutions aux personnes déplacées internes. Slide suivante. Donc, notre engagement est renforcé à travers plusieurs éléments. Nous pouvons évoquer ici la méthodologie de l'intégration de la migration dans la planification du développement local. Et ça, au niveau du Cameroun, c'est un élément essentiel puisqu'il faut parler principalement du Cameroun. C'est que dans certains documents qui ont été élaborés dans les dernières décennies, cette question n'était pas prise en compte dans la globalité. Et aujourd'hui, avec les actions menées par l'OIM et le gouvernement, on se rend compte qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante, plus qu'importante, j'allais dire, du gouvernement qui assure le leadership pour tout ce qui concerne les questions migratoires en général, mais les personnes déplacées aussi en réponse aux phénomènes climatiques ou alors aux crises observées au niveau du gouvernement. À ce niveau, que ce soit les municipalités, que ce soit les services déconcentrés, toutes les personnes, les parties prenantes sont mobilisées et on voit une montée de la stratégie de renforcement des capacités des communautés d'accueil de plus en plus. Et là, ce n'est pas seulement le fait de l'OIM. On voudrait dire ici qu'il y a beaucoup de partenaires, beaucoup d'organisations internationales, beaucoup d'agences humanitaires qui interviennent et qui mettent en avant les communautés et les collectivités territoriales pour répondre à ces différentes situations. On peut passer slide suivant. Ici, ce problème, pour prendre le cas de l'Afrique, ici, c'est une déclaration de notre directrice générale qui nous dit, par exemple, d'imaginer que une ville de la taille de Londres s'est déplacée. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a des mouvements de plus en plus significatifs. Et elle continue par dire que cela donne une image de la situation avec en plus la menace constante des tirs croisés, de famine, de maladies et de violences ethniques et sexistes brutales. Ça, c'était André Emy
Pope, la directrice générale de l'OIM, qui faisait cette déclaration. Elle poursuit en disant que les besoins humanitaires au Soudan, pour parler de lui, sont énormes, graves et immédiats. Et pourtant, seuls 19% des fonds que nous avons demandés ont été récoltés. Tous les efforts internationaux possibles sont nécessaires pour éviter une famine qui est imminente. Et là, vous voyez comment on arrive à ce problème de sécurité alimentaire. On peut prendre des exemples en Afrique aujourd'hui avec le phénomène des inondations, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique du Centre, et même surtout au Cameroun aujourd'hui, il y a un phénomène d'inondation qu'on observe dans le septentrion du Cameroun. Donc, les conséquences évoquées ici et les priorités relevées pour répondre aux urgences sont les mêmes observées aussi au Cameroun en ce moment dans la région de l'extrême nord. Continue. Alors, que fait l'OIM? On va passer peut-être à ce niveau parce que je vais plus parler. On avance un peu, s'il vous plaît. Encore, on peut avancer. OK, que fait l'OIM? D'abord, l'OIM contribue à collecter les données. Et ça, c'est un travail important que l'OIM fait de façon générale dans le monde, mais au Cameroun surtout. À travers des observations qui sont menées de façon récurrente, on peut capter les mouvements de personnes dans les différentes régions impactées par des crises sécuritaires ou climatiques, et on collecte ces données qu'on traite et qu'on peut mettre à la disposition, n'est-ce pas, du gouvernement ou des autres partenaires au développement. Donc ça, c'est une première réponse au niveau du Cameroun. Ensuite, l'autre slide. Là, vous avez quelques statistiques des causes ou alors les raisons du déplacement. 83% de personnes sont déplacées au niveau du Cameroun du fait des conflits armés, 10% du fait des conflits intercommunautaires et 7% par l'inondation saisonnière ou forte pluie. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est observé au Cameroun. Et si on prend le cas du Cameroun, on pourra observer la même chose chez nos voisins comme le Nigeria, qui vit aussi les mêmes phénomènes. On peut continuer? Alors, là, c'est toujours les statistiques qui sont mises à la disposition. Là, nous sommes en août 2022. Par exemple, on peut voir là qu'il y avait au moins 573 184 individus qui étaient déplacés rien que dans la région de l'extrême nord. Vous pouvez donc comprendre ici que le fait que les personnes se déplacent engendre un ensemble de conséquences. Et les conséquences les plus observées, c'est un déficit d'accès aux activités génératrices de revenus, un accès limité à la nourriture, et l'éducation ne vient qu'en troisième position. Mais les personnes ont vraiment besoin d'accès à la nourriture. Elles partent généralement dans l'urgence, abandonnant tout, et se retrouvent dans une zone qui est plus ou moins étrangère à leur cadre, et il leur revient maintenant de pouvoir se nourrir et nourrir leurs différentes familles. On continue. Là, par exemple, c'est des phénomènes observés au Soudan et au Yémen. On peut passer. Alors, de façon plus concrète encore au niveau du Cameroun, nous faisons de l'assistance et de la protection.
Nous assistons les personnes déplacées internes en leur fournissant des kits d'urgence, en leur fournissant des moyens ou des abris qui répondent à leurs besoins urgents. Et ça, c'est en fonction des localités. On met à leur disposition aussi des kits alimentaires et on contribue à ce que toutes ces populations ne se retrouvent pas dans une vulnérabilité accrue. Autre chose, c'est que l'OIM au Cameroun intervient à la fois de façon préventive sur la base des données souvent collectées et de ce que nous observons. Il y a des interventions qui se font avant, pendant et après les crises. Pendant les crises, il faut trouver une solution rapide pour limiter les conséquences. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sur la base des moyens disponibles, répondre rapidement en fournissant des kits d'hygiène, par exemple des kits alimentaires et des abris pour que les populations ne se retrouvent pas exposées, n'est-ce pas, davantage. Autre chose, il y a une initiative globale à laquelle l'OIM participe au Cameroun, c'est généralement de travailler avec les autres parties prenantes, dont principalement les autres agences des Nations Unies, pour offrir une réponse globale. Et là-dessus, il y a des projets qui sont réalisés ensemble avec les autres agences des Nations Unies. Et toujours sous le leadership du gouvernement, nous procédons nous contribuons à la relocalisation des personnes déplacées du fait que le retour est parfois difficile parce que tout a été détruit comme c'est le cas en ce moment avec les inondations. Les personnes sont obligées de se retrouver dans d'autres localités où elles doivent désormais vivre et l'OIM les assiste à se relocaliser. Slide suivante. Au niveau social, il y a aussi la reconstruction d'écoles, la construction des centres de santé, la formation professionnelle et le soutien psychosocial. Ça, c'est des services qui sont offerts au quotidien dans les centres au sein desquels se retrouvent les personnes déplacées. Malgré qu'on leur ait offert des kits humanitaires ou alors des kits alimentaires d'urgence, quand la situation les oblige à se relocaliser, on contribue à atténuer le déficit, n'est-ce pas, en matière d'éducation, notamment l'offre éducative. On contribue à soit construire, soit améliorer le dispositif dans le plateau technique dans les centres de santé et on contribue aussi significativement lorsque les personnes ont décidé de rester sur une période assez longue dans une nouvelle localité. On contribue à former certaines personnes au métier qui leur donne un accès soit à l'emploi, soit alors à l'auto-emploi. Le soutien psychosocial, lui, il reste permanent parce que beaucoup de personnes se retrouvent traumatisées, d'autres qui ont perdu des enfants, ou alors vous êtes en train de voyager dans une rivière et il y a un sinistre où une personne reste dans l'eau. Toutes ces populations ont besoin de soutien psychosocial et nous mettons à leur disposition, n'est-ce pas, des personnes qui peuvent leur apporter ce soutien-là. Slide. Donc, je l'ai dit, nous intervenons donc pour améliorer la sécurité alimentaire et ici, nous collaborons avec les divers partenaires qui interviennent dans les régions impactées par les déplacements internes. Nous contribuons aussi au niveau des villes à construire ou alors à offrir, n'est-ce pas,
des services qui permettent que la ville soit suffisamment résiliente et que il y ait, n'est-ce pas, des activités comme la promotion de l'agriculture urbaine ou périurbaine, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement alimentaire et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Au niveau des régions camerounaises où les personnes déplacées internes sont majoritaires, il y a des relais communautaires qui font beaucoup de sensibilisation pour attirer l'attention de ces personnes de sorte que elles prennent en compte la situation et le contexte dans lequel ils se retrouvent de façon à optimiser les ressources qui sont mises à leur disposition. Slide. Alors ici, j'avais pris un projet qui a été réalisé, par exemple, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous restons plus focalisés sur le Cameroun, mais au niveau du Cameroun, nous avons justement plusieurs projets qui sont orientés vers la jeunesse, qui sont présentés aux jeunes pour leur donner des opportunités de pouvoir être suffisamment résilients face aux difficultés rencontrées du fait des crises sécuritaires et climatiques. On continue. Alors, de façon résumée, s'il faut passer certains messages, c'est que, nous l'avons dit, au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, il y a une forte quantité de personnes déplacées internes. Et ces personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité et on pense que le gouvernement du Cameroun, qui fait déjà beaucoup pour répondre à leurs besoins, pourrait encore faire davantage. C'est pour cela que, au-delà de l'action du gouvernement, nous pensons que si toutes les parties prenantes, tous les partenaires techniques et financiers sont mis ensemble, il est important que les migrants deviennent des agents de changement, tant pour eux-mêmes que pour en général. Autre message, c'est d'accorder plus d'attention à l'agenda 2030 qui ne peut être réalisé si les migrants et les personnes déplacées sont laissés pour compte. Le troisième message que nous pensons être intéressant ici, c'est que les migrants peuvent nous aider à atteindre les ODD lorsqu'ils sont protégés et autonomisés. J'aimerais insister là-dessus. La vision de l'OIM à ce niveau, c'est qu'il faut que les personnes déplacées internes soient elles-mêmes des acteurs de leur propre développement et du changement. À l'OIM, on les aide à travers des initiatives qui sont organisées, à travers des activités et même des projets qui les ciblent directement. Et si cela est fait dans beaucoup de localités et par tous les partenaires, nous pensons qu'ils seront à même d'être eux-mêmes des acteurs de développement. Autre chose, c'est une coopération cohérente et globale qui va favoriser une migration sûre, ordonnée et régulière. Et le cinquième point, c'est que si les mouvements migratoires sont bien gérés au niveau local, nous pensons que la migration sera une stratégie de développement permettant aux personnes d'améliorer leur vie et de répondre à leurs aspirations. Enfin, nous croyons que tout cela est possible si la coopération mondiale fait face véritablement aux migrations induites par le climat. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à notre présentation. Je reste disponible s'il y a des questions pour aller plus en détail sur les actions que nous menons au Cameroun. Merci.
Merci, Dr. Jean-Yves Medal, pour la présentation. On sait que l'OIM est une organisation internationale qui impacte beaucoup dans beaucoup de pays et particulièrement sur cette thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Donc, vous avez parlé du contexte et aussi surtout des chiffres qui sont très, très alarmants, comme le fait que 71,1%, 1 million sont obligés de se déplacer dû au conflit climatique. Ça, c'est important. Et donc, ça nous interpelle pour les initiatives. Et vous êtes revenu vraiment sur tout ce que fait OIM dans le monde et surtout au Cameroun, avec où on note beaucoup de déplacements. Vous dites 83% dû au conflit armé, 10% dû au conflit intercommunautaire et 7% c'est dû à l'inondation saisonnière ou forte pluie. Donc, vous êtes revenu vraiment sur des chiffres importants. Et ce que fait OIM au Cameroun, c'est surtout, et ce qui est très, très important, c'est la contribution à la collecte de données. Et ça aide beaucoup d'organisations et le gouvernement pour agir. Merci beaucoup. Aussi, il y a d'autres initiatives sur lesquelles vous avez vraiment insisté sur la protection et l'assistance, sur l'intervention avant, pendant et après les crises, et aussi sur d'autres programmes de relocalisation. Importance sur ce que vous avez dit, c'est surtout aussi de mettre en avant les personnes impactées pour devenir des acteurs clés de développement. Merci beaucoup pour cette belle présentation. À présent, nous allons ouvrir les échanges et essayons de respecter vraiment le timing pour les échanges. On vous donnera 2 minutes pour chaque question et 3 minutes pour les contributions. Donc, nous ouvrons les discussions. D'autres peuvent poser leurs questions sur le chat. Il faudra peut-être lever la main pour que je puisse voir les personnes qui veulent intervenir. Merci. Merci, docteur. Donc, pour ceux qui souhaitent intervenir, il y a le bouton réagir juste à côté du chat. Vous pouvez cliquer dessus et lever la main. Comme docteur l'a dit, vous aurez 2 minutes pour votre question et 3 minutes si vous souhaitez faire une intervention. Nous voulons aussi préciser que le docteur Goto a dû quitter parce qu'il a eu il a une deuxième réunion qui l'attendait à 11 heures. Donc, vous pouvez poser vos questions au docteur Medang qui pourra y répondre et éventuellement écouter vos contributions. Docteur Fatkine, vous pouvez prendre la liste. Je pense qu'il y a Amidou Samake qui a levé la main. Oui, mon cher Gueye Khadim. Donc, j'ai vu juste la main de Amidou Samake. Clin d'œil à vraiment tous nos partenaires qui sont du Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, vraiment, il y a l'Ouganda, il y a beaucoup de pays qui sont là. Donc, nous vous saluons et vous remercions pour l'intérêt. Donc là, nous donnons la parole à Amidou Samanké. Donc, 2 minutes pour questions et 3 minutes s'il y a contribution. Donc, il y a Amidou Samanké, puis il y a Jean-Jacques. Après, il y a Pau. Je ne sais pas qui a levé la main encore, Ascofar, je pense. Donc, on va commencer avec les 3 en attendant les autres. Amidou Samanké, vous avez la parole du Mali. Bonjour tout le monde, j'espère que vous parvenez à m'entendre. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. D'accord, merci. Je me présente, je suis Amidou Samake. Je suis jeune activiste climat au sein de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Mali, Mali. Et ma question est de savoir, vu les catastrophes récentes qui sont on n'entend pas très bien. Je pense que Monsieur Samake, oui, peut-être vous pouvez vous rapprocher du micro un peu. On ne vous entend pas bien. D'accord, il n'y a pas de souci.
Je disais que vu les actions récentes dues aux effets du changement climatique au Mali, notamment avec les manifestations des inondations et les pertes et dommages, et causées par les fortes pluies. Donc, on a pu constater que les habitants ont subi des de graves accidents, notamment à travers la destruction de leurs maisons, à travers les inondations. On a eu des pertes en vie humaine, des pertes matérielles et financières. Donc, et nous avons des organisations internationales qui évoluent au sein de nos territoires ici, surtout les organisations humanitaires, par rapport pour faire face à ces différentes crises-là. Mais tous les efforts qui ont été déployés sur le terrain, je peux dire qu'ils n'ont pas porté fruit. Malgré l'accompagnement même des OSC, des donations de la société civile, mais on a plusieurs personnes qui se sont déplacées à cause du changement climatique, à cause de ces catastrophes-là, et qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'habitat, qui ont à peine la peine de trouver des voilà, j'aimerais savoir si il peut y avoir des opportunités, des solutions pour faire face à ces trucs, à ces problèmes-là dans l'immédiat, quoi. Merci. Mr. Khadim, vous arrivez à saisir la question parce que moi, je n'entendais pas très bien. Non, ce n'était pas très clair. Donc, M. Samake, peut-être vous pouvez synthétiser la question sur le chat. On pourra transmettre ça à Dr. Medang. Exactement. Merci, merci bien. Je ne sais pas si je peux peut-être, moi j'ai cru bien entendre, si je peux intervenir rapidement. D'accord. Ok, moi je vais répondre à ces questions en prenant le cas justement du lac Tchad. Le lac Tchad, pour ceux qui connaissent bien, c'est un lac qui avait une superficie très importante il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, qui a perdu plus de 30% de sa surface, obligeant les personnes qui avaient bâti, qui vivaient autour de ce lac à se déplacer. Donc, le phénomène que vous évoquez est réel dans tous les pays, surtout ceux qui sont proches du Sahel, où on observe justement que du fait des changements climatiques, les populations se déplacent. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, que ces déplacements ne sont pas à nier. On ne peut plus nier les conséquences des changements climatiques à ce jour, mais il est plus question pour nous de trouver des solutions pour s'adapter aux changements climatiques. Et les populations qui sont obligées de se déplacer vont dans d'autres localités. Et ça permet au niveau du Cameroun, par exemple, d'avoir un bon dialogue communautaire pour permettre que les nouvelles personnes qui arrivent dans des communes où elles ne vivaient pas avant puissent être acceptées par les peuples autochtones. Et ça, cette intermédiation, ce dialogue communautaire, l'OIM contribue en mettant en place des dispositifs qui permettent aux personnes de s'accepter, de dialoguer. Et puis, il y a quand même une réussite du fait que certaines communautés acceptent les autres. Voilà ce que je peux dire rapidement. Pour me résumer, le phénomène que vous décrivez au Mali n'est pas uniquement réservé au Mali. Ce phénomène est observé au niveau du lac Tchad qui concerne le Cameroun, le Tchad et je crois le Niger. Et ces effets sont aussi observés dans ces localités. Merci. Merci, docteur, pour la réponse apportée. À présent, nous allons passer à la question ou la contribution de Jean-Jacques Yacoub. Bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les différentes présentations. C'est vrai que la connexion buguait, mais j'ai quand même saisi l'essentiel. Alors, je pense que ma préoccupation vient d'être prise en charge. En fait, c'était en lien avec
changement climatique, migration des populations et cohésion sociale. C'est vrai que dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on observe beaucoup de migrations qui sont dues au phénomène sécuritaire, mais ça pose des problèmes de cohésion sociale à cause des effets du changement climatique, justement, qui induisent la réduction ou le déficit de nourriture dans tous les territoires qui accueillent. Aussi, le phénomène des changements climatiques a permis de créer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ce qu'on avait appelé avant la boucle du cacao. Donc, les populations qui se sont déplacées vers la boucle du cacao, qui, du fait des changements climatiques, s'est déplacée vers l'ouest de la Côte d'Ivoire, des populations qui sont restées et les migrations internes qui se font, créent des problèmes au niveau de la cohésion sociale. Donc, c'était de voir s'il y avait des expériences à partager à ce niveau pour adresser efficacement les questions liées aux migrations, au changement climatique et à la cohésion sociale. Merci. J'espère qu'on m'a entendu. Oui, on vous a bien entendu. Là aussi, vous avez dit que c'était dans le sens de la précédente question. Effectivement, pour le cas du Cameroun, nous observons aussi cela, et même sur des questions liées au cacao. Il y a des régions au Cameroun qui sont indiquées pour cultiver le cacao, et on observe un déplacement massif de personnes vers ces régions-là. Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est encore une chance ou une opportunité pour le cas du Cameroun, c'est que la terre étant assez importante, beaucoup de personnes trouvent un moyen de trouver des parcelles à cultiver, mais du fait de la crise qu'on observe depuis bientôt une dizaine d'années dans les régions du nord et du sud-ouest, où on cultivait beaucoup de cacao, les pressions commencent déjà à se ressentir. Mais le gouvernement et les partenaires au développement font du mieux pour que les personnes s'acceptent. Et là-dessus, si moi je peux partager l'expérience, c'est justement le rôle que l'OIM et les autres partenaires jouent dans le dialogue et la cohésion sociale, le dialogue entre les communautés. Si les communautés ne peuvent pas discuter ensemble, échanger et s'accepter, c'est difficile que les uns cèdent leur terre aux étrangers. Mais le gouvernement et tous ses partenaires trouvent une méthode qui fait que après plusieurs résistances, dans certaines localités, les gens finissent par s'accepter, et ça nécessite parfois aussi un renoncement à certaines positions. Moi, voilà un peu ce que je peux partager. Le phénomène de la cacao-culture, vous le savez, aujourd'hui au Cameroun, je pense qu'en Afrique, le Cameroun est le pays où le kilogramme de cacao est le plus élevé en Afrique pour le moment. Et il y a donc une ruée vers les terres favorables à la cacao-culture, et les gens finissent quand même par rester ensemble. Merci. Merci beaucoup pour la réponse apportée. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais je ne me retrouve plus. Donc, c'était qui? Ascofar, c'est ça. Donc, Ascofar, vous pouvez poser votre question ou votre contribution. Merci. Ok, bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons.
Oui, je n'ai pas de soucis de connexion, je suis au Mali. Je suis précisément dans la... Peut-être vous vous rapprochez un peu du micro pour qu'on puisse entendre. Voilà, je disais que je suis actuellement au Mali, je m'appelle Omar Sokore. Je suis au nord du Mali, précisément dans la région de Montpellier. Vous m'entendez? Vraiment, On nous vous n'entendons pas. entend. Hein. Nous ne le recevons pas. Hein. Si je suis en tout cas les interventions du public, vraiment, c'est vraiment beaucoup pertinent, vraiment. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Donc, ce que moi, j'aimerais dire, c'est que chez nous, vraiment. On ne le reçoit pas. Monsieur, on ne vous reçoit pas bien. Vous êtes loin de votre micro. Oui, on dirait. il y a quelques échos. Si vous avez un ordinateur ou un micro, veuillez vous rapprocher de l'appareil parce que ça sonne très clair. Sinon, mettez votre question dans le chat. Nous allons transmettre. Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Voilà, je dirais que je suis en France pour parler. Je suis dans la région de Cameroun. Donc, vraiment, je suis beaucoup de gens. Donc, je suis également vraiment. Le problème demeure, on ne l'entend pas. Alors, nous sommes vraiment désolés, Ascofar, nous ne vous entendons pas. Je pense que vous pouvez laisser votre message dans le chat, comme je viens de le dire, comme ça, nous allons transmettre. Il y a des échos. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent poser des questions ou bien faire des contributions? Si on ne voit pas de main levée, peut-être nous allons commencer les questions qui sont dans le chat. Docteur, donc je peux vous lire quelques questions qui sont posées dans le chat pour que vous puissiez peut-être donner des réponses par rapport à ces questions. Il y a Souki de Kolda qui a posé une question, à savoir, est-ce possible de réussir la sécurité alimentaire en Afrique, vu les dimensions sur lesquelles repose ce secteur sécurité alimentaire, les OGM et maladies en résumé. Donc, il demande le rôle aussi que doivent jouer les associations de consommateurs. Donc, il y a deux questions. Merci, docteur. Je pense que je peux en même temps lire et que vous puissiez répondre. Et on va passer à l'autre question. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la question posée. Est-ce possible de réussir la sécurité alimentaire? Oui, moi, je pense que c'est possible. C'est possible à plus d'une raison. Déjà, je pense que nous avons un gros atout. Nous dénonçons les changements climatiques, mais la position ou alors la situation des pays africains reste un atout du fait que nous recevons quand même des saisons de culture. Et il y a aussi des saisons, un moment où c'est la saison sèche. Alors, vous allez m'excuser un peu de parler plus du cas du Cameroun parce que je sais que dans beaucoup d'autres régions, surtout dans le Sahel, il ne pleut pas beaucoup. Mais au Cameroun, nous avons 2 saisons de pluie dans l'année et 2 saisons sèches dans l'année. Vous voyez que, au moins au niveau climatique, c'est déjà un atout. Maintenant, je prendrai un autre aspect, c'est la formation. La formation est aussi importante. Plus nous avons des personnes formées dans des techniques agricoles ou agro-pastorales, plus nous aurons des producteurs. Ça s'observe dans certains pays et ceux qui visitent régulièrement le Cameroun ou le Burundi vous diront qu'au Cameroun, on trouve un peu de tout. Tout est cultivable sur les terres du Cameroun. Et
le fait que l'État ait mis en place un dispositif qui forme davantage des jeunes techniciens agro-pastoraux, on observe une croissance de la production et les marchés sont suffisamment fournis. Le Cameroun, pour ceux qui le savent, est quand même au niveau de la CEMAC, celui qui tire un peu les autres pays à travers l'exportation des produits alimentaires, que ce soit vers le Gabon, vers la Guinée équatoriale, ou alors vers le Tchad. Donc, c'est possible d'atteindre la sécurité alimentaire au Cameroun, mais si j'ai pris ces différentes conditions, il y a aussi une implication, comme à la sortie de notre présentation tout à l'heure, une implication de tous les partenaires. Il faut que tous les partenaires participent et que ces partenaires se mettent ensemble pour définir des programmes et des stratégies qui viseront à adresser les problèmes de sécurité. Donc, pour moi, ça, c'est possible. Maintenant, le rôle des associations, si j'ai bien compris la deuxième question. Au Cameroun, on dit que l'unité fait la force et je pense que c'est un dicton qui est global. Les surfaces sont parfois disponibles, mais je crois qu'il faut qu'il y ait des choix de culture qui permettent de résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Ça, c'est ce qu'on dénonce dans des études scientifiques et parfois la société civile qui relève cela régulièrement dans ses interventions. Aujourd'hui, on a quand même des cultures qui ne nous nourrissent pas directement, mais qui sont exportées, c'est sa place. Mais si les politiques gouvernementales sont plus axées par la production des produits qui vont d'abord nourrir les populations, je crois qu'on sera à même de produire ce qu'on mange et immédiatement ensuite, nous allons manger suffisamment pour que le déficit ne soit pas observé comme c'est le cas en ce moment dans certaines régions d'Afrique. Merci. Merci beaucoup pour les éléments de réponse, docteur. Je pense qu'il y a d'autres questions qui sont là. J'essaie de lire en même temps. Voyons voir. Il y a Abdou qui a parlé du contexte de l'orpaillage clandestin et les lotissements azimuts des territoires. Est-ce que la question de la sécurité alimentaire n'est-elle pas en l'heure en Afrique vu le laisser-aller étatique par endroits et la réduction drastique des terres cultivables? Alors, c'est une question assez sensible parce que je ne peux pas me prononcer pour dire que c'est un leurre. Mais lorsque nous parcourons les documents de politique dans beaucoup de pays, nous observons une volonté politique dans les documents de stratégie pour adresser des questions alimentaires. Et dans beaucoup de pays, quand vous observez leur budget, ce sont les ministères qui ont généralement des enveloppes budgétaires assez conséquentes. Donc moi, je serais réservé de parler de l'heure. Mais je pense que beaucoup de choses sont faites et qu'un leadership plus accentué des gouvernements va contribuer à améliorer cela. On peut parler des questions de gouvernance dans certains pays, mais dans d'autres, on constate quand même qu'il y a moins ce phénomène de sécurité alimentaire. Donc, moi, je reste optimiste comme dans la première question. C'est possible, ça s'est observé. Il y a des pays qui importaient le riz ou l'arachide et en 2 ans, 3 ans,
sont devenus exportateurs de riz ou d'arachide. Et ça a été possible du fait du leadership des gouvernements dans ces pays-là. Et ça, c'est possible aussi dans beaucoup de pays. Ça prend le temps. Tous les pays n'ont pas le même niveau de ressources. Les ressources humaines ne sont pas les mêmes. Et je pense que, comme je le disais tantôt, si on forme davantage des personnes, si nous bénéficions, dans ma présentation, je ne l'ai pas dit, mais nous vivons aujourd'hui, par exemple, la rareté des engrais, du fait, n'est-ce pas, de la crise qu'il y a en Ukraine en ce moment. Mais nous pensons que si des programmes sont mis en place au niveau africain, parfois régional ou sous-régional, on peut trouver des solutions locales qui vont augmenter la production et la productivité. J'aimerais insister sur ces deux concepts-là. Il y a des programmes qui peuvent contribuer à améliorer la productivité et par conséquent la production agro-pastorale dans nos pays. Donc, si je me résume, ce n'est pas un leurre. C'est clair que nous sommes tous face à cette situation, mais je pense que la situation n'est pas irréversible. Merci, docteur. Nous sommes optimistes. Alors, il y a aussi une contribution de Anas Ahmadou Maïga. Je pense que c'est... il parle pour sa contribution. Il dit que pour nous qui vivons en plein fouet la situation critique liée au déplacement massif de personnes, soit à cause des menaces sécuritaires ou le changement climatique, jusque-là, les réponses apportées, que ce soit par les États ou par les organisations internationales, ne cessent de montrer leurs limites. Donc, nous pensons que ces réponses qui souvent nécessitent la mobilisation de centaines de milliards doivent attirer beaucoup plus d'attention des acteurs, notamment par rapport à leur efficacité. Donc, ça, c'est une contribution qu'il a fait. Donc, on peut voir aussi les autres questions pour voir aussi. Il y a IDPAT qui a demandé est-ce peut-on arriver à la sécurité alimentaire vu que la dégradation de l'environnement s'accentue et les calamités naturelles se multiplient alors que la population augmente? Donc ça aussi, c'est une question assez difficile, hein, je ne sais pas. Les catastrophes, on ne peut pas, c'est pas un élément sur lequel nous avons le contrôle. Mais je pense que ce que nous pouvons contrôler, c'est notre capacité à s'adapter, n'est-ce pas, aux changements. Les changements, il y en a eu bien avant, et je crois que les hommes ont toujours su se réinventer pour trouver des solutions. Donc, pour moi, l'adaptabilité et l'adaptation me semblent être les réponses les plus indiquées pour résoudre ce problème. Les changements, nous n'avons pas la maîtrise, mais nous avons la maîtrise de former et se former. Nous avons la maîtrise de dialoguer. Nous avons la maîtrise de pouvoir accorder la priorité aux questions alimentaires dans les politiques gouvernementales. Et je crois qu'en utilisant ces leviers, la solution est possible. J'aimerais aller plus loin et peut-être c'est de dire que notre appel à une coopération mondiale plus accentuée, ça aussi, des hommes et des institutions ont le contrôle sur ce phénomène-là. Donc, laissons un peu ce qui ne dépend pas de nous, ça c'est mon avis, mais focalisons-nous sur ce qui dépend de nous, ce sur quoi nous avons de l'influence et soyons à même de pouvoir nous adapter aux changements. Les changements peuvent aussi être des opportunités. Je ne pense pas que le changement soit forcément négatif,
Mais si on voit dans les changements des opportunités, je crois que beaucoup de personnes pourront les saisir et développer des programmes qui permettent d'augmenter, n'est-ce pas, la disponibilité des produits alimentaires. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour la réponse apportée. Je pense qu'on a la question de Mbaye Mbouch qui demande aussi est-ce que nous pouvons expliquer la relation entre sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire? Je pense que c'est l'avant-dernière question, docteur. Je n'ai pas bien suivi entre sécurité alimentaire et... Sécurité alimentaire et autosuffisance alimentaire, la relation. Alors, je n'ai peut-être pas une réponse scientifique là-dessus. Je n'ai pas lu un article scientifique qui présente cette relation. Peut-être qu'il y a des travaux qui ont déjà été faits, mais je pense que l'autosuffisance, je peux en parler parce que le Cameroun le dit partout que le Cameroun est autosuffisant sur le plan alimentaire. Mais il ne demeure pas que on ait aussi des problèmes de sécurité alimentaire. Donc, la relation, je l'ai dit, je ne l'ai pas, je ne vais pas m'avancer à montrer une relation sans suffisamment d'éléments, mais je vois en l'autosuffisance une abondance, mais il peut avoir une abondance de certains produits et peut-être pas de la qualité de produit. Et donc, pour moi, la sécurité alimentaire, je crois que ça a été bien défini par le précédent intervenant. Il y a des éléments qui permettent de bien la mesurer. Et si on se focalise sur cette sécurité d'abord et qu'il n'y ait plus de problème d'insécurité, je pense, et là je m'avance vraiment en citoyen, pas en scientifique, je pense que si la sécurité est satisfaite, si elle est atteinte, on pourra parler d'autosuffisance. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je pense que cette question s'adressait plus à la première présentation. Donc, nous passons maintenant à la question de Adi Chao de Yoff, qui demande quel accompagnement est fait pour les populations des zones côtières qui tendent à migrer à des côtes plus poissonneuses à cause de la raréfaction de la ressource halieutique due au changement climatique. Sachant qu'il y a un fort pourcentage de femmes et de jeunes membres de la famille affectée. C'est ça qu'elle demande. L'accompagnement. Moi, je vous ai perdu, je n'entends plus. Oui, je disais qu'il y avait la question, la dernière question de Adi Chao. Yoff, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, maintenant, j'entends. Je vous avais perdu tout à l'heure. D'accord. Maintenant, j'entends. D'accord. Elle pose la question à savoir quel accompagnement est fait pour les populations des zones côtières qui tendent à migrer à des côtes plus poissonneuses à cause de la raréfaction de la ressource halieutique due au changement climatique et surtout en accord avec les collectivités territoriales. Alors, pour le cas du Cameroun, moi, je vais parler des actions du gouvernement que nous observons et que nous accompagnons. Le gouvernement au Cameroun a des programmes qui visent d'abord à doter ces populations d'outils modernes pour mener leurs activités. Ça suppose que le pêcheur qui pouvait se limiter à une distance pour aller faire sa pêche, avec les outils modernes mis à la disposition par le gouvernement, ils peuvent aller un peu plus loin pour améliorer leur prise.
Deuxième outil, je l'ai dit tout à l'heure, la formation. Et cette formation ne concerne pas que le domaine de la pêche, mais ça concerne aussi, n'est-ce pas, la gestion de cette ressource elle-même. Ailleurs, dans certains pays, il y a des périodes où la pêche se fait et il y a des périodes où on prend une pause. Il y a même le type d'outil qu'on utilise pour que la ressource halieutique ne s'épuise pas, ne se raréfie pas en un seul coup. Donc, des politiques gouvernementales, ça c'est le premier élément, des politiques gouvernementales sont mises en place pour répondre à ces besoins. Et maintenant, là où les populations vont aller, où la ressource est de plus en plus importante, oui, nous l'observons aussi. Et ça revient à une question à laquelle j'avais déjà répondu. Le cas du Cameroun, dans les zones où il y a eu des barrages hydroélectriques, pardon, ces barrages, ces zones ont connu un mouvement important de personnes déplacées. Des personnes venant non plus seulement de l'intérieur du Cameroun, mais parfois même d'autres pays qui viennent parce que la ressource est de plus en plus abondante dans les environs des barrages. Et ça, quand on parlait de cohésion tout à l'heure, le gouvernement prend ses responsabilités pour que ces personnes puissent être ensemble. On a observé des situations où il y a eu des tensions entre les différentes communautés qui venaient et qui voulaient partager la ressource halieutique. Mais une fois que cela s'observe, le gouvernement agit en amont pour que, n'est-ce pas, les tensions soient calmes et que le vivre ensemble puisse être le principe dans ces communautés. Le dernier élément que je pourrais avancer, c'est peut-être pour me répéter et le dire, c'est les enseignements, du moins c'est la sensibilisation qui vise à amener les personnes à se dire qu'en dehors de la pêche, d'autres activités sont possibles et que les personnes puissent s'adapter. L'avantage qu'il y a au niveau du Cameroun, c'est que au niveau de la côte, c'est presque les mêmes peuples qu'on observe. Et tout au long des côtes, vous avez toujours quelqu'un qui vous est proche. Et ces personnes s'adaptent. Si elles ne veulent pas quitter l'activité principale de pêche, elles vont dans d'autres localités, mais d'autres, au-delà de la pêche, vont véritablement vers l'agriculture. Maintenant, une dernière solution, c'est qu'il y a aussi des programmes que les partenaires techniques et financiers soutiennent. C'est de développer une pêche, du moins, c'est de développer les activités d'aquaculture. C'est-à-dire que aujourd'hui, en dehors de la pêche maritime, on a de plus en plus des populations qui décident elles-mêmes de faire des étangs piscicoles. Et je peux vous rassurer que la vente de ces produits et leur disponibilité sur le marché est de plus en plus important au niveau du Cameroun. Les gens ont des espèces qu'ils cultivent dans leurs étangs piscicoles et après une certaine période, ils font des ventes et ça leur donne parfois plus de ressources avec une santé et des risques, une santé plus confortable et des risques amoindris dans la mer que lorsqu'ils vont uniquement en mer. Donc, le gouvernement a bénéficié, dans le cas du Cameroun, d'un financement, je crois, de la Banque africaine de développement, qui permet, n'est-ce pas, que beaucoup de populations migrent vers l'aquaculture. Et même aujourd'hui, on observe même ça dans les domiciles. Et ça, c'est ce que je parlais de tout à l'heure en termes de formation. Il y a des gens qui
utilisent les techniques modernes pour faire de l'aquaculture dans leur propre domicile, dans des fûts. Et je peux vous avouer que la productivité n'est pas négligeable dans ces situations-là. Donc, voilà ce que je pourrais dire concernant cette dernière question. Je vous remercie. Nous vous remercions, docteur. À présent, nous vous remercions sincèrement pour la présentation et aussi surtout pour les réponses apportées. Le MASTA est vraiment un mécanisme qui vise à contribuer et à relever les défis de la capacitation des élus locaux et les acteurs territoriaux en servant de cadre d'apprentissage et d'échanges en Afrique. Et clin d'œil à tous ces pays-là qui sont présents dans la plateforme. On a le Niger, Burkina Faso, Guinée, on a vraiment les pays de l'Ouganda, Côte d'Ivoire, Cameroun. Merci beaucoup à vous d'être dans notre plateforme. Pour cette thématique qui est très, très importante et qui nous a permis de discuter avec des experts. L'objectif majeur de ce 4e webinaire de l'année 2024, c'était vraiment de catalyser la réflexion, le partage d'expériences et l'apprentissage par les pairs entre décideurs publics, pour praticiens, chercheurs et acteurs de la démocratie participative sur les approches innovantes pour renforcer la sécurité alimentaire ainsi que la durabilité et la résilience des villes face aux crises climatiques et aux conflits, tout en assurant une gestion efficace des migrations forcées. Donc, nos deux présentateurs, M. Dani Goto, est revenu sur le cas de l'Ouganda. Dr. Jean-Yves Médeng nous est revenu avec une belle présentation avec les initiatives faites par l'OIM au Cameroun. Nous vous remercions sincèrement et vous avez les remerciements de notre coordinateur OIDP Afrique, M. Bachir Kanouté, et aussi vraiment les remerciements de notre directeur exécutif de ENDA EcoPop. À présent, donc, nous donnerons la parole à Khadim pour finir la session et peut-être présenter la session suivante pour, je pense que le 5e webinaire. Merci beaucoup. À vous la parole, Khadim. Merci docteur, et merci à nos brillants panélistes en la personne de de docteur Jean-Yves Médeng qui nous a gratifié d'une brillante présentation et qui a répondu à l'ensemble des questions qui ont été adressées lors de ce webinaire. Nos remerciements également à Dr Dani Goto, qui, bon, malheureusement a dû se libérer un peu plus tôt parce qu'il avait un autre engagement, mais qui nous a quand même gratifié d'une présentation très pertinente et qui revient sur beaucoup de sujets essentiels sur la question de la sécurité alimentaire, des villes durables et également sur l'impact que ça a avec les personnes déplacées. Et donc, sans plus tarder, nous allons annoncer la prochaine session, donc, qui va se tenir le jeudi prochain, le 26 septembre, et qui portera sur la transformation digitale et e-gouvernance. Quelles sont les bonnes pratiques et les défis? Donc, nous vous y êtes tous invités. Nous allons envoyer les liens d'inscription dès maintenant. Et ceux qui sont intéressés pourront se joindre à nous le jeudi 26 septembre prochain pour discuter des questions liées à la transformation digitale et à l'e-gouvernance. Donc, à présent, il ne me reste qu'à vous remercier et à demander à l'ensemble des participants de mettre leur caméra pour qu'on puisse prendre la photo de famille. Merci à tous. Merci à vous, Khadim. Okay.
Merci beaucoup, Khadim. Merci. Merci. Merci à tous et Merci, à la au revoir. prochaine fois. À la prochaine. Donc, à la prochaine. À la Allez, semaine prochaine. Ok, à la prochaine, merci. merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. À la prochaine, depuis À la la Côte d'Ivoire. prochaine. Ce fut un plaisir.